de tes élèves un meilleur. Sa condition, pas des meilleurs. Un jour, une magie. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du magazine L'Invité, un magazine initié par l'ONG Bénin Excellence avec l'appui de la Fondation Vallée pour vous accompagner, pour nous éduquer. Et nous sommes dans le mois de l'enfant africain, nous sommes en juin. Et quoi de mieux qu'un numéro pour les enfants, animé par les enfants, afin que nous puissions célébrer ensemble la journée de l'enfant africain. C'est pourquoi ce matin, dans le cadre de ce magazine, je ne serai pas l'animatrice, mais je vais vous laisser en compagnie de charmants animateurs juniors. Et tout de suite, je vais recevoir ici, sous vos ovations bien sûr, la charmante Leslie Ouattarassou. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci de prendre aussi nombreux le rendez-vous pour ce numéro de votre magazine préféré, L'Invité, autour d'un sujet important, un sujet qu'il est indispensable d'aborder, l'éducation et la prise en charge des personnes handicapées. Et sans plus tarder, nous allons recevoir ici et maintenant nos panélistes. Pour illuminer ce plateau, nous allons recevoir notre première panéliste. C'est une belle et brave dame qui travaille depuis quelques années à l'inclusion des personnes handicapées dans notre société. Chargée du projet Padra de Inclusion Afrique depuis janvier 2024 à ce jour, Madame Myriam Regina Daïsa s'investit avec professionnalisme et détermination dans le processus inclusif des personnes handicapées avec la vision de renforcer les partenariats pour faire avancer les droits des personnes handicapées en Afrique. Elle est passionnée du monde de développement avec les défis actuels et a développé des compétences de coordination, de projets et programmes dans des environnements inclusifs pour la réalisation des droits des enfants et des adultes, notamment des personnes handicapées. Dynamique et capable d'adaptation, elle est très familière au monde associatif avec sa participation à plus de 5 réseaux de personnes handicapées. Elle a aussi été la chargée de programme de l'ONG La Chrysalide et a suivi une formation sur la réadaptation à base communautaire dans le cadre du projet d'appui à l'inclusion des personnes handicapées. Elle est titulaire d'un Master 2 en gestion de projet. Pour la recevoir donc, montrons toute notre chaleur par des applaudissements bien mérités. Bonjour, madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous. Un mot à l'endroit de notre charmant public. Je vais juste dire merci à Bénin Excellence de nous avoir invités. Merci aux responsables du collège d'enseignement secondaire des personnes handicapées auditives. Et merci à la Chrysalide, merci à toute l'équipe d'encadrement. Merci. Je vous invite à vous installer confortablement. Merci beaucoup. À présent, nous allons recevoir M. Roger Tchaou, journaliste retraité de l'ORTB, malgré son statut de personne handicapée visuelle depuis l'âge de 8 ans. En plus de son nouveau statut de personne handicapée physique, fait beaucoup de merveilles. Il est artiste-chanteur, auteur-compositeur, guitariste et j'en passe. Je vous prie de l'ovationner très fort pour le recevoir. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur Roger. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour la considération. Et merci aussi à ce public qui s'est déplacé nombreux pour venir assister à cet événement. Merci. Un mot à l'endroit de notre charmant public. Oui, merci pour son déplacement. Et tout ce que nous voulons faire ici sera forcément instructif. Et nous voulons demander aux uns et aux autres d'être attentifs, de même que nous-mêmes, parce que nous sommes tous embarqués dans la même barque, si on peut le dire ainsi. Merci beaucoup. Merci. À présent, nous allons recevoir une jeune et brave dame, Dr Roxane Batossi. Elle est en exercice essentiellement au CNHU Hubert Koutoukou Maga de Cotonou.
Elle est également médecin de l'action pénitentiaire auprès de Bénin Excellence. Il faut préciser que Dr Roxane Batossi est membre du complexe scolaire Bouguetti et compagnie, doté d'un nid d'éveil et qui est aussi une école inclusive qui prend aussi en compte des enfants déficients. Elle abordera dans ce panel les questions liées au handicap moteur sensoriel, aux déficiences intellectuelles et autres aspects du handicap. Nous allons la recevoir avec beaucoup de chaleur. Dr Roxane Batossi pour vous, s'il vous plaît. Bonjour, Dr Roxane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Un mot à l'endroit de notre charmant public. Je veux remercier tout le monde pour sa présence et puis remercier les jeunes animateurs qui font un excellent travail. Félicitations. Merci. Je vous prie de vous installer confortablement. Une dame peut en cacher une autre et la panéliste que nous allons recevoir à présent est à la base titulaire d'une licence en anglais et d'un master 1 en gestion des entreprises et des projets. Actuellement, elle est consultante indépendante et travaille à la formation des membres de l'ONG Fondation des Jeunes Amazones pour le développement. Elle est une véritable actrice de la communication inclusive et œuvre à travers plaidoyer, sensibilisation médiatique, communication valorisante sur les personnes handicapées à la sauvegarde, la protection et l'inclusion des personnes handicapées. Elle est d'ailleurs la présidente fondatrice de l'ONG Droits et Dignité des femmes handicapées de DFHONG. Depuis 2025, elle accompagne des personnes handicapées des communes de Nati Tengou, Aplahoué et Djougou pour leur reconnaissance juridique. Elle accompagne aussi 300 personnes handicapées, dont 130 femmes dans 16 communes, pour la constitution et le dépôt de leur dossier de carte d'égalité des chances avec l'appui de l'ONG Steve Savers, la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin et le MASM. En tant que gestionnaire de projets de développement, elle s'occupe de la gouvernance et du management des OSC, le développement organisationnel et institutionnel et la vulgarisation des droits de l'enfant et des jeunes. Elle a occupé plusieurs postes importants à plan international Bénin et dans plusieurs autres organisations nationales et internationales. Je peux vous dire que Madame Ursule Céline Adjouyaï, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a un parcours très dense. Elle n'éprouve aucun complexe malgré son statut de femme handicapée physique. Aidez-moi à recevoir avec des applaudissements bien nourris Madame Ursule Céline Adjouyaï sous vos ovations. Bonjour, Madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Je remercie le charmant public. Je remercie sincèrement les organisateurs de ce magazine. Et je suis vraiment ravie d'être parmi vous pour cette séance de partage. Et nous allons beaucoup apprendre les uns des autres, n'est-ce pas? Merci de vous installer confortablement. Maintenant que nos éminents panélistes sont installés, nous allons recevoir à présent nos magnifiques animateurs juniors chargés de conduire cette première partie de l'émission. Anatole Jossou et Marie-Louise Guédier, sous vos ovations, s'il vous plaît. À nouveau, bonjour chers invités, bonjour charmant public. Je suis Anatole Jossou et à mes côtés Marie-Louise Guédier pour conduire cette partie du magazine L'Invité. Merci pour votre attention. Et oui, c'est avec beaucoup de joie que nous sommes là aujourd'hui pour animer ce panel autour d'un sujet important, l'éducation et la prise en charge des personnes handicapées. Et il faut dire que pendant que nous préparions ce numéro du magazine, notre service audiovisuel a promené son micro pour recueillir les avis des uns et des autres sur le sujet. Avec les bénédictions de la technique, nous allons suivre. Une personne handicapée est une personne qui est diminuée d'une faculté.
Ça peut être moteur, c'est-à-dire que c'est une personne qui a un ou plusieurs membres qui ne fonctionnent pas correctement ou pas du tout. Ça peut être psychique, c'est-à-dire c'est une personne qui n'a pas toutes ses facultés. C'est une personne qui présente quelque chose en moins entre griffes ou qui ne peut pas l'utiliser comme tout le monde. Ce sont des personnes qui ont des limitations physiques, sensorielles ou intellectuelles. Quand je rencontre une personne qui est en situation de handicap, je réalise la chance que c'est de ne pas porter un handicap. J'ai un regard compatissant, mais un regard comme tout autre parce que quand on rencontre des personnes qui n'ont pas l'ouïe, qui n'a pas les yeux par exemple en situation de défi visuel, cette personne développe d'autres capacités. Donc c'est cette partie que moi j'admire beaucoup chez les personnes qui ont des défis. Mais c'est aussi à chaque fois une occasion de voir une leçon de résilience. J'ai rencontré des personnes en situation de handicap qui font des choses et vous vous dites simplement c'est formidable. J'en ai déjà rencontré. Dans ma vie de tous les jours, non, mais dans ma vie professionnelle, oui. Je suis proche d'une personne handicapée et pour l'accompagner, je l'aide à faire ses besoins. Pour que ces personnes se sentent réellement acceptées dans la société, je pense qu'on peut faire des marches, sensibiliser ou apporter des soins dans les hôpitaux, des dons pour les aider à mieux se sentir. Pour mieux traiter ces personnes dans la société, ne pas les considérer comme des gens qui ont quelque chose de moins. Ils sont des êtres humains comme nous. Peut-être juste il y a un pied ou quelque chose qui manque, mais cela ne diminue en rien leur personnalité, leur humanité. Je dirais que la société dans laquelle on est appelée à être bienveillante. Bienveillante avec ces personnes-là. Ne pas à tout moment leur rappeler une situation de laquelle elles sont déjà pleinement conscientes. C'est-à-dire ces personnes savent déjà qu'elles portent un handicap. Donc, je ne pense pas que ce soit utile dans le regard, dans la façon d'interagir avec elles, de leur rappeler tout le temps cela. Eh bien, voilà, cher public, distingués invités, ce que les uns et les autres pensent du sujet. Qu'en dites-vous, s'il vous plaît? Nous allons faire le tour. Docteur Batossi, qu'en dites-vous? Merci pour la parole. Je trouve qu'il y a beaucoup de vérité, on va dire, dans tout ce qui a été proposé comme définition, mais il y a aussi des petits éléments que je ne considère pas comme véridiques aujourd'hui. De toute mon expérience dans la prise en charge des personnes en situation de handicap, il y a des choses auxquelles j'ai été confrontée. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut qu'on change. Maintenant, on ne finit jamais d'apprendre et je suis sûre que tout au long de cet entretien, j'apprendrai beaucoup de nouvelles choses. Et vous, Monsieur Chao? Merci pour la parole. Je crois que ceux qui ont donné leur impression, ils ont tiré à partir des expériences vécues. C'est vrai que la prise en charge des personnes handicapées ou, disons, leur prise en charge très tôt n'avaient pas, nos parents qui étaient analphabètes n'avaient pas eu de sensibilisation, n'avaient pas eu l'information nécessaire pour pouvoir orienter et guider les personnes handicapées. Bon, quelque part, quelque chose a été dit tout à l'heure, qu'il ne faut pas avoir pitié des personnes handicapées. Eux-mêmes n'acceptent pas qu'on s'apitoie sur leur sort. Donc, c'est des personnes dignes qui cherchent à se valoriser et c'est pour cela qu'ils doivent bénéficier de leurs droits et aussi faire leurs devoirs. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et vous, Madame Adjouyaï, votre avis sur le micro-trottoir? Merci beaucoup. Et à la suite du doyen Chao, je suis personne handicapée. Nous n'avons pas besoin de pitié. S'il vous plaît, n'ayez pas pitié de nous.
Nous avons des droits comme tout être humain et nous ne demandons que la jouissance de ces droits. Donc, l'élément qui vient de passer montre l'ancienne perception toujours. Ces gens sont dignes de charité, ça fait pitié. Non, je suis là. Est-ce que je fais pitié? Je demande, est-ce que je fais pitié? Bon, quand vous m'avez vu, quelle a été votre impression? Une seule personne là? J'ai inspiré pitié. Il y a des réponses. Oui. Est-ce que vous êtes belle, Sainte-Anne? Ah, merci. En dehors de ça, je suis utile à la société. D'accord? Donc, je voudrais qu'on en finisse avec cette perception. Les personnes handicapées sont des personnes qui ont du potentiel, qui ne demandent que d'être appuyées pour développer ce potentiel et pouvoir servir au développement de ce pays. Alors, cher public, vous êtes ici, retournez, après cette émission, retournez à la maison avec cette idée que les personnes handicapées n'ont pas besoin de pitié. Plutôt, on les accompagne pour que leurs droits soient effectifs afin qu'eux-mêmes, en tant qu'un citoyen, puissent accomplir leur devoir de citoyen pour le développement de ce pays. D'accord? Merci. Merci, Madame Adjouyaï. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et vous, Madame Regina, votre avis sur le micro-trottoir? Oui, je me rends compte que les personnes qui ont répondu à ce micro-trottoir sont suffisamment outillées et suffisamment informées. Parce que peut-être dans d'autres contextes, vous aurez eu des réponses qui seront beaucoup moins satisfaisantes. Pour moi, dans l'ensemble, c'est assez satisfaisant. Juste que j'ai entendu dire situation de handicap, on dit des personnes handicapées, des jeunes handicapés, des enfants handicapés, mais pas situation de handicap. Effectivement, quand une personne handicapée est prise en charge tôt, comme l'a dit tonton Roger, et il y a l'accompagnement, elle devient comme Madame Ursule, autonome et toute radieuse. Merci beaucoup. Sous vos applaudissements bien nourris. Dites-nous, Dr Batossi, comment peut-on définir le handicap? Merci. Le handicap, je vais éviter de rentrer dans beaucoup de littérature, mais le handicap a plusieurs définitions. Actuellement, en médecine physique et de réadaptation, qui est la spécialité médicale qui s'occupe de la prise en charge des personnes en perte de fonction, on a une définition de l'OMS, on a une définition qui a été donnée par la loi portant à la protection des personnes handicapées qui date de 2001 du Bénin. Et puis on a des définitions des définitions qui viennent de modèles. Mais pour faire simple, la définition actuelle de l'OMS, c'est un préjudice résultant d'une altération ou d'une déficience ou incapacité et qui conduit à la limitation ou l'interdiction de réaliser une activité considérée comme normale compte tenu de l'âge, du sexe et des facteurs socio-culturels. En gros, par exemple, un enfant, on se dit qu'un enfant de 5 ans, il est censé aller à l'école. Alors qu'un enfant de 5 ans ne va pas à l'école pour une raison ou pour une autre, notamment en raison d'une déficience, on considère que là, il est handicapé. Et aujourd'hui, l'OMS, on préfère la terminologie, en tout cas en médecine, de situation de handicap, justement pour sortir un peu de cette appropriation du handicap à l'individu. Parce que lorsqu'on parle de personnes handicapées, c'est la conduite actuelle de l'OMS et de la plupart des organisations internationales, c'est que il faut qu'on puisse comprendre que la personne se retrouve dans l'incapacité de faire quelque chose parce que les facteurs sociaux, environnementaux ne lui permettent pas de le faire et parce que l'accompagnement n'est pas suffisant. Alors que l'ancienne appellation, en tout cas nous, on la considère comme une ancienne appellation, celle de personnes handicapées, c'est un peu comme si, oh, c'est la personne qui est handicapée, c'est sa faute si elle est handicapée, ça ne revient qu'à lui. Mais c'est vrai qu'actuellement, dans les définitions, notamment dans la définition de la loi que j'ai citée tout à l'heure, c'est toujours la terminologie de personnes handicapées qui prédomine. D'accord, merci Dr Batossi.
Selon vous, quels sont les types de handicap qui existent? Ok. Alors, par rapport au type de handicap, selon Camberlin, il y a 5 types de handicap à peu près. Il y a les handicaps moteurs, enfin, on parle de déficience. Il y a les déficiences motrices, il y a les déficiences sensorielles, il y a les déficiences cognitives, il y a les déficiences... oui, elles font partie des déficiences sensorielles, justement. Il y a les déficiences intellectuelles. Maintenant, après, dans la loi de la République du Bénin, ils ont défini d'autres types de catégories. À ce moment-là, ils ont classé plutôt en déficience visuelle, auditive, mentale ou psychique ou psychosociale, motrice, et ils ont mis à part les troubles de la communication écrite ou orale et l'infirmité motrice cérébrale. Donc voilà la classification. D'accord. Y a-t-il des cas plus fréquents chez les enfants et quels sont souvent les cas, les causes? Chez les enfants, là je me référais à... Oui, désolée, je suis encore très scientifique, c'est toujours pour donner un niveau de preuve assez important. Donc, il y a une étude qui a été faite en 2013 par mon éminent professeur Toussaint Padonou, qui est le premier médecin physique de réadaptation au Bénin. Et dans cette étude, on a évalué un peu l'épidémiologie du handicap chez les enfants. On retrouvait 70% de déficiences motrices, qu'elles soient d'origine orthopédique, c'est-à-dire les séquelles de rachitisme par exemple, ou d'origine neurologique, c'est-à-dire les paralysies cérébrales, les hémiplégies, les quadriplégies, etc. Il y a ensuite en deuxième position environ 20% les déficiences sensorielles, avec 18% environ de déficiences auditives et 2% de déficiences visuelles. Et ensuite, maintenant, on a les déficiences multiples, qu'il s'agisse de déficiences cognitives ou de déficiences liées à un polyhandicap. Et les causes majoritairement retrouvées, les 3 premières causes majoritairement retrouvées, c'est l'encéphalopathie périnatale, le neuropaludisme et les traumatismes. Voilà. Merci, Dr. Batossi. Sur vos applaudissements bien nourris, s'il vous plaît. Avec vous, Madame Regina, comment reconnaître une personne handicapée? Je vais faire l'effort de répondre à cette question parce que le handicap physique, dès qu'on voit la personne et qu'elle a des béquilles, on sait qu'il s'agit d'une personne handicapée physique. Le handicap auditif, si vous n'essayez pas de discuter avec cette personne, vous n'allez pas vous rendre compte qu'elle ne parle pas. Donc, juste en voyant cette personne, vous ne pouvez pas savoir qu'il s'agit d'une personne handicapée auditive. Il y a le handicap visuel. Si vous ne vous rendez pas compte que cette personne ne voit pas l'obstacle qui est devant elle, puisqu'il y en a souvent qui mettent des verres fumés, d'autres, vous pouvez voir leurs yeux et avoir l'impression qu'ils voient, mais en fait, ils ne voient pas. Donc, il faut faire vraiment attention ou voir cette personne en mouvement avant de pouvoir savoir qu'il s'agit d'une personne handicapée visuelle. Pour le handicap intellectuel, vous avez des jeunes, si vous n'interagissez pas avec eux, vous les voyez faire certaines actions au quotidien, vous allez vous dire non, il n'a rien. Généralement, en communauté, on dit ah non, il peut, surtout à l'école, ou bien même les parents, il sait ce qu'il fait. Si c'est pour jouer, il est champion, mais dès que tu lui commandes quelque chose, il oublie, mais il a peut-être un retard intellectuel. Il y a le handicap psychosocial, c'est généralement lié à la maladie mentale. Donc, je ne peux pas dire juste en voyant une personne sans interagir avec cette personne, vous ne pouvez pas forcément vous dire qu'il s'agit ou pas d'une personne handicapée. Merci. Avez-vous une idée du nombre d'enfants handicapés que nous avons au Bénin et leur situation de façon générale, s'ils sont instruits, abandonnés en formation ou bien en mendicité? Ok, je ne pourrais pas donner exactement un chiffre. Parce que pour pouvoir donner un chiffre exact, pour dire voici le nombre d'enfants handicapés qui se trouvent à tel ou tel endroit, il faudrait vraiment un recensement spécifique pour les enfants handicapés pour pouvoir vraiment donner. C'est un gros souci pour nous, les chiffres. Merci. Merci, Madame Regina. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Monsieur Roger Tchao. Oui, je vous écoute. Vous êtes un éminent journaliste à la retraite. Vous êtes également artiste, chanteur, compositeur, malgré votre statut de personne handicapée visuelle depuis l'âge de 8 ans.
Vous avez pu voyager hors du Bénin pour étudier. Pouvez nous dire comment ça s'est passé, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Je voudrais aussi, par cette occasion, remercier tout ce que... Je suis très croyant aussi. Hein. Je suis vraiment reconnaissant à tous ceux que Dieu a su placer sur mon chemin, parce que ce n'était pas évident. Moi, j'ai perdu la vue à l'âge de 8 ans. Et bon, à Cotonou ici, pour ne pas être une charge à qui que ce soit, j'ai dû faire le travail de maçonnerie, bien qu'handicapé visuel. J'ai disons, porté des bagages pour les mamans à Topa. Et puis finalement, j'ai fait du jardinage et à l'issue de cela, j'ai pu me procurer un harmonica. C'est cette harmonica qui m'a conduit à la radio Daomé, où Cousine Angèle animait une émission qu'on appelait l'émission enfantine, dont le titre est Place aux jeunes. Donc c'est au cours de cette animation que j'ai exécuté une chanson, puisque j'avais eu la chance de faire Parakou. Et au cours de cette exécution, tout le monde avait été séduit. Et Cousine Angèle m'a demandé gentiment de bien vouloir continuer à la soutenir au cours de cette émission. Et puis, j'avais commencé par composer beaucoup de chansons et le gouvernement d'alors m'a découvert. Et à partir de ce moment, ils ont dit, bon, comme je fais des prouesses, on doit m'envoyer en Corée pour qu'on intervienne sur les yeux dans le but de me redonner la vision. Alors que depuis l'enfance, depuis l'âge de 8 ans, je ne voyais pas et je me suis déjà habitué à ma cécité. J'ai dit non, il vaut mieux qu'on me trouve une bourse pour aller étudier. C'est alors que une école avait été détectée à Kinshasa, l'ex-Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo. C'est là où j'ai fait mes études. Imaginez-vous, hein, moi qui ai fait le CI, le CPE, et au CPE, c'est au CPE que j'ai perdu la vue et je devrais aller commencer les études plus tard, après, disons, l'apprentissage des rudiments du braille. Je devrais aller commencer mes études à l'âge de 21 ans et directement au collège à Kinshasa. Bon, ce n'était pas facile du tout, mais il fallait trouver des gens pour accepter de vous soutenir. Parce que chaque personne handicapée a une prédisposition qu'il faut détecter à temps pour pouvoir mieux l'orienter. Et dans mon cas, je crois que la musique, je l'avais un peu dans ma peau et je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à me mettre au piano et à faire du piano et de la guitare. Merci, M. Chao. Alors, Madame Adjouyaï, il faut dire que vous inspirez beaucoup par votre détermination et vos communications à l'endroit des personnes handicapées. Qu'est-ce qui fait votre force malgré votre situation de femme handicapée? Comment avez-vous pu avoir un parcours si dense et si inspirant tout en surpassant cette situation? Merci, jeune journaliste. Oui, ce n'est pas facile de parler de soi, mais comme nous sommes à un rendez-vous de déconstruction de perception vis-à-vis du handicap, je vais me prêter volontiers à cet exercice. Voilà. Si je comprends bien, vous avez constaté que j'ai un parcours élogieux puisque on vient de faire ma biographie. J'ai travaillé, je suis socialement bien installée, professionnellement. Je suis mariée, j'ai des enfants, malgré le handicap. Parce que tantôt on dit, bon, c'est des personnes qui n'arrivent pas à s'adapter et qui font face à beaucoup de barrières qui les empêchent de jouir de leurs droits et de participer à l'animation de la vie, de la société. Oui, j'ai été moi-même confrontée à beaucoup d'obstacles. Ça, on mettrait beaucoup d'heures, je dirais même beaucoup de jours, à énumérer ces obstacles
J'ai été rejeté. Les gens, les camarades m'ont hué. Afotono et handicapé, Baba. J'ai été confronté aux difficultés d'accès aux infrastructures socio-communautaires. Rassurez-vous, vous imaginez, depuis la seconde jusqu'en 4e année de l'université, les salles de cours sont toujours à l'étage. Mes salles de cours, en tant que personne handicapée, se déplaçant avec des béquilles, les classes sont à l'étage. Je l'ai fait tout ce temps. Et aussi les discriminations, les stéréotypes. Ah, les handicapés ne peuvent pas réussir. Les personnes handicapées ne peuvent pas se marier. Il y a eu beaucoup d'obstacles. Mais vous demandez qu'est-ce qui a été ma force. Vraiment, c'est Dieu. Voilà, parce que à brebis tondue, dit-on, Dieu mesure le vent. Ma gratitude va à l'endroit de ma famille. Voyez-vous, moi, j'ai eu cet handicap physique à l'issue d'une injection. J'avais 3 ans. Et puis, voyez-vous, on a dit c'était la polio. J'ai bien marché, comme tous les enfants, et subitement, après cette injection, je me suis retrouvée à terre. Mais ce qui me revient à l'idée quand je me mets dans la réflexion, l'introspection pour voir mais comment tu as pu t'en sortir face à toutes ces montagnes, j'ai vu l'environnement familial, l'éducation que mes parents m'ont donnée. Et en parlant de parents, je suis doublement orpheline. Déjà à 3 ans, là où la polio m'a attaqué, quelques mois après, j'ai perdu mon papa, il avait alors 30 ans. Donc, c'est ma maman qui m'a prise en charge, effectivement, puisque nous parlons d'éducation et de prise en charge ici. Elle s'est occupée de moi et j'ai vu en elle aujourd'hui, après, quand je revois, elle m'a inculqué très tôt le sens de l'autonomie. Elle m'éduquait, elle savait manier le bâton et la carotte et je participais aux travaux ménagers. Elle insistait, je me rappelle, un jour j'étais en 3e, elle m'a fait asseoir et elle m'a appelé par mon petit nom, elle a dit Lina. J'ai dit maman et elle me disait, tu sais, si tu veux vivre longtemps et si tu aspires à t'épanouir, n'attends jamais les autres pour satisfaire tes besoins les plus élémentaires. J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, pour te laver. Parce que nous, bon, ce n'était pas, ma famille était moyennement, on se suffisait, ce n'était pas la pauvreté, je ne vais pas jeter cette pierre-là à Dieu, mais ce n'était pas la haute société, d'accord? Et puis, elle dit, mais je vais prendre tout, je vais aménager tout pour que tu puisses t'en sortir. Et elle m'a acheté de petits récipients pour que je puisse porter de l'eau. Pour aller à la cuisine aussi, elle a aménagé. Je pouvais écraser la tomate, je pouvais faire la lessive. Et elle m'a dit, force-toi pour aller de l'avant parce que si tu vas attendre les autres, tu vas pourrir et tu auras mal. C'est aujourd'hui que je me rends compte vraiment qu'elle était déjà imprégnée de l'inclusion, même avant que ce concept-là n'émerge vraiment. Et avec ce basique, déjà à la maison où j'étais consultée, je participais à tout, et où elle a eu la clairvoyance de m'inscrire à l'école, le déclic est parti. Voyez-vous, Nelson Mandela disait, donner à un enfant l'amour, la sécurité et la reconnaissance et il pourra affronter n'importe quelle tempête. Alors, les tempêtes à l'école, grâce aux basiques là, à la maison, j'ai pu les affronter parce qu'il fallait monter l'étage, il fallait affronter le regard des camarades, il fallait affronter les enseignants
qui n'avaient pas le sens de l'inclusion, mais à côté de ça, je voudrais vous rassurer, il y a eu des enseignants qui m'ont marqué. Je me rappelle de mon maître de CE2 qui insistait pour que j'accompagne les camarades pour les activités sportives. Ce n'était pas pour que j'assiste, je participe activement, mais j'étais assise en bordure de terrain et je gardais les effets des camarades et ces effets. Ça me donnait de la valeur. Je me sentais valorisée et j'étais épanouie. Voilà, monsieur le journaliste. Merci. J'espère que je vous ai satisfait. Oui, cela s'applaudit s'il vous plaît. Docteur Batossi, comment se passe généralement la prise en charge des personnes handicapées et en particulier des enfants handicapés? D'accord. Concernant la prise en charge, généralement ça commence par un diagnostic. Il faut identifier quelles sont les fonctions qui sont déficitaires. Donc pour ça, on utilise souvent la classification internationale du fonctionnement et on définit, voilà, est-ce que la personne a des difficultés pour entendre, pour écouter une longue discussion, pour parler, pour déchiffrer le langage écrit. En fait, tout ça, ce sont des fonctions qui sont classées à part. Et une fois qu'on a identifié quelles sont les fonctions qui sont déficitaires et leur impact sur la vie au quotidien, là maintenant, on peut définir des objectifs, des axes de travail. Et dans les équipes de médecine physique et de réadaptation, généralement, on travaille avec beaucoup de thérapeutes. On travaille non seulement avec les kinésithérapeutes, avec les ergothérapeutes, les orthophonistes, les éducateurs spécialisés, les assistants sociaux, pour essayer de quadriller un peu tout et donner le maximum de chances à l'insertion socio-professionnelle. D'accord. Et parlez-nous du cas spécifique du complexe scolaire Bugatti et compagnie qui reçoit aussi des enfants handicapés. Très bien. Par rapport au cas spécifique du complexe scolaire Bugatti et compagnie, c'est une activité que je mène depuis une dizaine d'années avec mes parents, notamment avec ma mère qui est pédiatre. Et c'est dans la suite de ce qu'elle fait que moi aussi j'ai commencé à m'intéresser un peu à la situation des enfants qui ont des handicaps. Et là, nous recevons surtout des handicaps, des déficiences intellectuelles ou cognitives. En fait, on ne reçoit pas beaucoup de déficiences motrices parce que nous n'avons pas les installations qui permettront de leur faire accéder aux classes. Donc à ce moment-là, on a beaucoup d'enfants qui ont des troubles du langage écrit, par exemple, ou bien des troubles de la cohésion sociale en rapport avec l'autisme. Et on essaie de leur donner plus de temps. On explique aux enseignants qu'il faut avoir une approche parfois différente, qu'il faut essayer de leur faire comprendre les choses différemment et qu'ils ne pourront pas apprendre aussi vite ou de la même manière que les autres enfants. Et nous sommes aussi beaucoup aidés par le centre de promotion sociale de Bégamé qui nous accompagne et qui nous permet d'avoir des formations pour nos enseignants. Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Dites-nous, Monsieur Tchao, comment avez-vous pu surmonter cette situation jusqu'à ce jour? Oui, dans la société, on trouve des gens formidables. Mais il y a également des gens qui, malgré tout ce que l'on dit, tout ce qui se dit, ils n'entendent jamais raison. Il y a des gens qui continuent de regarder les personnes handicapées de façon oblique. Et pourtant, il y a beaucoup de sensibilisation qui se font dans tous les domaines des handicaps qui existent. Mais ce qui est réjouissant aussi, il y a des personnes qui ont commencé par croire aux personnes handicapées. Nous avons quelque chose en nous. Et je me rappelle que quand j'étais à Kinshasa, nous avions formé un orchestre qui s'appelait Sixième Sens. Ça veut dire que nous n'avons pas tout perdu. Même si nous avons perdu tous nos cinq sens, il y a quand même un sens qui est là, qui fonctionne et qui nous aide. Et si on nous donne quelque chose de très peu, nous en faisons quelque chose de très grand. Donc cette potentialité existe chez les personnes handicapées qui cherchent aussi à se valoriser. Parce que aucune personne ne cherche à être à la traîne.
Et personnellement, je banalise beaucoup de choses. S'il y a des gens qui se moquent des personnes handicapées, c'est qu'ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils sont nécessairement, ils sont sous-informés, ou ils ont besoin d'être informés, et ils ont besoin aussi de regarder d'une autre manière pour pouvoir, pour savoir que toute personne normale est une personne handicapée potentielle. Et moi, je banalise beaucoup de choses parce que on en aura toujours dans la société, quoi qu'on dira, quel que soit ce qu'on dise. Donc, s'il y a des gens qui vous mettent des obstacles, cherchez à contourner ça et allez là où vous voulez aller. S'il y a des gens qui vous mettent, qui se moquent de vous, moquez de vous avec eux et vous riez ensemble. Et comme ça, la honte ou ce qu'ils pensent faire pour vous énerver, ça s'estompe. Donc, moi, c'est cette manière-là que j'ai adoptée. Voilà. Merci, Monsieur Tchaou. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Madame Regina, quelles sont les dispositions prises aujourd'hui par l'État et les différentes organisations privées pour assurer l'inclusion des enfants handicapés? Merci beaucoup. Je vais d'abord commencer par parler de quelques textes de loi, notamment la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui a été votée en 2006 par les Nations Unies, que notre pays a signé en 2008 et ratifié en 2012. Et il y a la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées qui a été votée en 2017. Et il y a eu les premiers décrets d'application de cette loi en 2023. Les arrêtés ont suivi et il y a eu l'arrêté sur la carte d'égalité des chances en 2024. En 2023, il y a eu l'arrêté et déjà en 2024, il y a eu les dépôts de dossiers et les premières personnes handicapées ont pu recevoir cette carte d'égalité des chances. Donc il y a déjà un progrès dans ce sens. Également, il ne faut pas oublier que tous les textes de loi, quand on prend la Convention relative aux droits des enfants, c'est valable autant pour les enfants non handicapés que pour les enfants handicapés. Donc tous les textes de loi qui sont pris de manière générale sont également valables pour les personnes handicapées, même si dans ces textes, une spécificité n'est pas mise sur les personnes handicapées. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de plaidoyer pour la signature et la ratification de l'ADP par le Bénin, le protocole africain sur le handicap, parce que quand les Nations Unies prennent une convention, après il y a le protocole au niveau continental. Et dans ce protocole, ça tient compte des besoins des personnes atteintes d'albinisme. Parce que les personnes atteintes d'albinisme sont également des personnes handicapées. Donc ce protocole est vraiment contextualisé par rapport à notre continent, contrairement à la convention qui est au niveau international. Donc nous sommes dans une démarche de plaidoyer pour que notre pays puisse signer et ratifier également le protocole-là. Donc il y a plein de tests. Le Bénin fait la promotion de l'éducation inclusive et il y a également l'accompagnement des écoles qui font de l'éducation inclusive. Il y a des dossiers qui sont déposés pour pouvoir recevoir des subventions de la part de l'État. Donc il y a une volonté politique. Nous, ce que nous faisons beaucoup de sensibilisation. Parce qu'il y a des personnes qui, même dans leur entourage, ont des personnes handicapées, mais ne se rendent même pas forcément compte qu'il s'agit d'une personne handicapée et que cette personne a des besoins. L'année dernière, avec la chrysalide, on a fait une action de sensibilisation des frères et sœurs d'enfants handicapés. Parce qu'en famille, quand on a un frère ou une sœur qui a une déficience, il demande de l'attention, de la particularité. Et on s'est rendu compte que des fois, les autres frères ont peut-être une frustration. Ils ne comprennent pas c'est quoi le handicap. Ils ne comprennent pas qu'il a besoin de plus d'attention, plus de ci, plus de ça. Et c'était une très belle activité parce que ça a permis on avait de tout âge, hein, mais ça leur a permis de mieux comprendre et de mieux accepter, de savoir que, au fait, moi aussi, je peux accompagner. Et tout à l'heure, Madame Ursule a parlé de sa maman qui
malgré qu'il n'y avait pas eu de sensibilisation, a compris qu'il fallait faire des aménagements pour lui permettre d'être autonome. Donc ça demande beaucoup d'attention de la part des parents et ça fait que des fois le frère ou la sœur trouve que non, papa au moment qu'on a plus de temps, c'est lui qui attire toute l'attention. Or c'est parce qu'il en a besoin. Donc on essaie aussi d'accompagner les parents, de les sensibiliser pour qu'ils acceptent le handicap de l'enfant. Parce que tant que le parent n'a pas accepté le handicap, ne comprend pas le handicap de son enfant, il ne peut pas l'accompagner. Il ne connaît pas ses besoins, il ne se rend pas compte, il se dit mais le plus grand à 5 ans, il faisait déjà ci, il faisait déjà ça, pourquoi lui ne peut pas faire? Donc on fait des sensibilisations, que ce soit à l'endroit des communautés, pour contribuer à faire changer le regard et la perception sur le handicap, sur les personnes handicapées. Et ce n'est qu'en faisant ça qu'on aura plus de personnes acquises à la cause et qui comprendront mieux les challenges auxquels font face les personnes handicapées au quotidien. Il y aura plus de bienveillance. C'est pas parce que tu vois une personne handicapée devant une marche, tu te dis elle est en difficulté, il faut que je vienne pour l'aider. C'est peut-être bienveillant, mais il faut le laisser ou bien simplement lui demander est-ce que je peux t'aider? Et que cette personne accepte d'abord ton aide avant de te mettre à vouloir lui prendre ce qu'il a entre les mains. Parce que tant qu'elle ne va pas essayer, elle ne pourra pas le faire toute seule. Donc il y a la bienveillance, oui, mais il y a quand même ce droit de dire non, je ne veux pas de ton aide, je préfère me débrouiller tout seul et montrer que je suis capable de le faire. Merci Madame Georgina. Des actions sont-elles menées aussi pour assurer une meilleure vie aux enfants handicapés? Les enfants handicapés ont le droit d'aller à l'école, donc on fait des sensibilisations dans les écoles. Il y a le handisport, je vais parler du handisport, parce que quand on fait les sensibilisations dans les écoles, déjà, beaucoup plus connaissent le handicap physique, c'est ce qui est remarquable à première vue. Donc on fait comprendre qu'il y a d'autres types de handicap. Et on s'amuse souvent à demander, est-ce qu'une personne handicapée peut faire le sport? Et généralement, la réponse, c'est non. Parce qu'ils n'ont pas vu des personnes handicapées pratiquer le sport, mais il y a le sport adapté à la chrysalide et on a des athlètes qui participent au championnat, puisque la personne handicapée a les mêmes droits que toutes les personnes handicapées. Donc si une personne non handicapée peut faire le sport, c'est qu'une personne handicapée aussi peut faire le sport. Il suffit juste d'adapter et de réunir toutes les conditions pour lui permettre de faire le sport. Il y a des écoles privées qui font également l'accompagnement, qui prennent en charge. Donc, on les remercie beaucoup parce qu'il y a des centres spécialisés. Il y a des centres spécialisés, mais l'éducation inclusive, cette éducation inclusive est une réalité. Ça fait que, déjà à l'école, si tu as eu à côtoyer une personne handicapée, si demain dans ton bureau, tu te retrouves avec une personne handicapée, tu te souviens que oui, à l'école, effectivement, il y avait une personne qui avait telle ou telle difficulté. J'aime bien donner l'exemple de l'UO, l'école des personnes handicapées auditives qui est à Porte-Novo à l'UO, où c'est une école inclusive qui accueille des enfants handicapés auditifs et des enfants entendants qui n'ont pas de handicap. Et ces enfants, déjà depuis la maternelle, ils côtoient des personnes handicapées auditives et ils apprennent à signer. Il faudrait que ce soit plus spontané de penser à l'inclusion pour que demain, on ait des enfants déjà qui connaissent le handicap et que demain, on ait une société vraiment inclusive. Merci. Merci Madame Regina. Sous vos applaudissements bien nourris, s'il vous plaît. Madame Regina, nous restons avec vous. Il paraît que les enfants handicapés, compte tenu de leur vulnérabilité, nécessitent une attention particulière et des accompagnements complémentaires spécifiques afin de pouvoir suivre une formation réussie. Parvenez-vous véritablement à tout ceci? Bon, je ne dirais pas que nous avons la prétention de le faire tout seul. Il y a beaucoup d'accompagnement. Si je prends le cas d'une personne handicapée visuelle, pour qu'elle puisse apprendre un métier, il faut d'abord discuter avec elle, savoir quel métier elle voudrait apprendre. Quels sont les aménagements et les adaptations qui peuvent être faits pour lui permettre de faire ce métier. Il y a des personnes handicapées physiques qui apprennent la couture et arrivent à coudre. Il y a des machines, c'est avec la main qu'on les utilise et pas forcément avec le pied. Donc, quand une personne handicapée
se retrouve à un âge où il faut qu'il puisse apprendre un métier, c'est de discuter avec cette personne, de voir quel métier elle peut apprendre et quelles sont les adaptations qui peuvent être faites pour pouvoir l'accompagner, déjà pour la formation, l'obtention du diplôme et pour son installation. Après, même quand la formation est donnée, il faut encore sensibiliser la communauté. Parce qu'il y en a, quand ils viennent quelque part, ils se rendent compte que c'est une personne handicapée qui est là. Ils se demandent aussitôt, mais est-ce que je peux réellement lui confier mon travail? Est-ce qu'elle pourra faire? Et beaucoup sont surpris quand ils prennent le risque de le faire. Après, ils sont vraiment satisfaits. Ils se disent, mais tiens, je ne me rendais pas compte qu'une personne handicapée était en mesure de faire ci, de faire ça. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on travaille également à mettre plus la lumière sur ces personnes handicapées qui ont réussi pour qu'ils puissent servir d'exemple à la communauté et montrer que vraiment, quand les aménagements sont faits, quand il y a de l'inclusion, la personne handicapée arrive à développer tout son potentiel et faire beaucoup de choses. Merci. Madame Adjouyaï, même question pour vous. Y a-t-il les moyens qu'il faut pour parvenir à l'accompagnement des enfants handicapés? Les moyens, bon, ça se construit. Hein. Vraiment, aujourd'hui, nous sommes à une étape où, avec ma position entre deux générations, je vois que nous sommes dans l'avancée est vraiment significative en matière de réalisation des droits des personnes handicapées. Mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, n'est-ce pas? Donc, les moyens, l'État, Madame Regina, tantôt a soulevé cette volonté de l'État béninois a fait de l'inclusion une réalité au Bénin. Et c'est dans ce cadre que des lois, des ratifications des instruments juridiques internationaux ont été faits par le Bénin. Également, la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées, elle est là. Les décrets d'application en 2023 ont été pris qui donnent, c'est-à-dire avec les décrets, on voit de façon concrète comment on va opérationnaliser tout ce qui est théorique pour que les personnes handicapées puissent jouir vraiment de leurs droits et participer. Parce que moi, je dis, il faut qu'on participe au lieu d'être une charge inutile. Hein? On nous met là, on nous garde alors qu'on est petit de talent, qu'on nous permet de révéler nos talents et l'État le fait déjà. Donc l'environnement juridique et institutionnel est déjà propice à ce genre de choses. Et encore, nous avons une fédération des associations des personnes handicapées qui œuvre inlassablement pour que tout le dispositif soit mis en place pour l'épanouissement des personnes handicapées. Donc, vous parlez de moyens et de ressources. Oui, des écoles spécialisées sont déjà là, mais seulement concentrées dans les centres-villes. On souhaiterait, l'idéal serait que au niveau de toutes les communes, au moins, qu'on ait des écoles spécialisées pour accueillir les différentes catégories d'enfants ou de jeunes handicapés afin de les accompagner à être des adultes accomplis demain. Donc, les moyens existent déjà. Je ne veux pas être pessimiste, mais il reste beaucoup d'efforts à faire. Et c'est pour ça que ma présence ici, notre présence, cette opportunité de discuter autour du handicap me paraît vraiment indiquée pour en parler. Plus on en parle, mieux ça vaut. Et les gens prennent conscience et chaque acteur qui a un rôle à jouer pour booster les choses prend conscience et se met à la tâche. Donc, il reste beaucoup à faire. Il y a encore dans les villages, chers amis, des enfants dont les parents cachent l'existence. Ils sont bloqués là-bas dans l'arrière-cour et sans hygiène. Vous savez, le thème de la journée de l'enfant africain, ça parle de l'hygiène, de l'assainissement, de l'accès à l'eau. Mais ces enfants, les parents ont honte et on les cache. Si vos applaudissements bien nourris, s'il vous plaît.
Dr Batossi, vous êtes médecin de l'action pénitentiaire de l'ONG Béné Excellence. Que fait Béné Excellence aujourd'hui pour soutenir les actions d'inclusion des personnes handicapées? Très bien, merci. Alors, je vais commencer par un petit truc qui me fait rire. Depuis que je travaille en médecine physique et de réadaptation, il y a un truc auquel je fais attention partout où je passe, c'est que chaque fois que j'arrive dans un bâtiment, qu'il soit public, privé, je me demande toujours quelle serait l'accessibilité. En fait, j'essaie toujours d'évaluer l'accessibilité de ce bâtiment-là. Et ce que je remarque chez Béné Excellence, c'est que partout, il y a des rampes d'accès. Et ça, c'est hyper important. C'est vraiment le point de départ, comme Madame Régina l'a dit plus tôt, c'est le point de départ pour parler d'inclusion, enfin, l'un des points de départ pour parler d'inclusion. Donc, par exemple, on félicite déjà Béné Excellence d'avoir mis en place des bâtiments accessibles. C'est vrai que les étages ne sont pas accessibles, Tata Larissa, clin d'œil, mais quand même, on a une grande salle ici à laquelle on a pu tous facilement avoir accès aujourd'hui, et ça, c'est déjà une grande réussite. À part ça, un deuxième point, c'est que Béné Excellence intervient ou est intervenu avec Handicap International pour favoriser l'accès aux stages professionnels pour des personnes handicapées. Et donc, plusieurs fois, on a reçu à Béné Excellence des personnes qui avaient des handicaps pour des stages professionnels. Et troisièmement, on a également dans notre équipe à Béné Excellence des personnes, des professionnels qui interviennent avec l'ONG, qui sont également des personnes en situation de handicap. Je veux parler spécialement de Madame Gloria, qui travaille avec nous, qui est responsable, qui est formatrice dans l'école d'été d'intelligence artificielle, qui est quand même l'un de nos plus gros programmes, celui qui fait le plus de bruit. J'espère que vous vous êtes déjà inscrits. Et donc, ça, c'est vraiment important pour nous de donner de la visibilité à toutes ces actions-là. Merci, Dr Batossi. Alors, Monsieur Tchaou, en tant que parent handicapé, comment parvenez-vous à vivre votre vie de famille sans complexe? Oui, dès le bas âge, avec mes enfants, ma femme et mes enfants, je crois que je n'ai jamais laissé de complexe à mes enfants. Je leur montre que si une personne handicapée se bat pour avoir une place au soleil comme tout le monde, mes enfants doivent faire davantage. Et l'exigence que je m'impose, c'est celle que je leur impose également. C'est-à-dire travailler comme si on devrait jamais mourir. Donc le travail compte beaucoup pour les personnes handicapées, parce que c'est le travail qui fera qu'ils vont s'affirmer, qu'ils vont braver d'autres obstacles et d'autres difficultés. Bon, j'ai pas de... Mes enfants m'ont vu déjà, sont nés et m'ont vu une personne handicapée et m'entourent quand même m'entourent de soins. Sauf maintenant que chacun va à ses activités et que moi-même j'avais déjà appris, j'avais déjà accepté mon handicap depuis l'enfance. Je n'ai pas de complexe, je n'ai pas de difficulté, outre difficulté pour me déplacer et mener mes activités librement. Et c'est ça que nous devons montrer aussi à nos enfants, nos parents, nous parents qui sommes des personnes handicapées, montrons à nos enfants et servons d'exemple à nos enfants et leur montrer que le travail, c'est ça qui valorise l'homme, et chercher aussi à aider d'autres personnes, même qui ne sont pas handicapées aussi, parce que la personne handicapée ne va rien attendre des autres. Bon, évidemment, si vous êtes en difficulté, vous voulez traverser la route et quand quelqu'un vous tend la main pour vous aider à traverser, c'est bon, mais on ne peut pas tout demander à quelqu'un, et il faut se battre pour sa propre survie et sa propre intégration. Voilà ce que je peux dire. Merci, Monsieur Tchaou. De votre côté, Madame Adjouyaï,
En tant que parent vivant, en tant que parent handicapé, comment parvenez-vous aussi à bien vivre votre vie de famille sans complexe? Mais je vous dirais, c'est formidable d'être parent handicapé. Bon, moi je n'ai aucun complexe. Et les enfants, vous savez, les personnes handicapées, tant que vous n'êtes pas dans leur environnement immédiat, vous avez toutes les idées, perceptions, vous dramatisez, mais quand les gens se rapprochent de nous, ils sont émerveillés. Je me suis mariée formellement, officiellement et tout. J'ai eu 2 enfants, j'ai 2 filles et j'ai adopté 3 filles, j'ai 5 enfants. Et j'apprends à être maman, j'ai appris à être maman à ma manière. Et mon mari aussi est aussi mon aménagement. Hein? Un peu, il sait me compenser et mes enfants évoluent normalement. Je vais vous raconter une anecdote. Ma fille aînée, elle était souffrante, je l'ai amenée à l'hôpital. Elle avait 13, 14 ans. Et quand je l'ai amenée à l'hôpital, c'était à Boycon, les gens me disaient, mais il y a l'ordonnance. Et comment? Non, maman, j'ai dit, donnez. J'irai à la pharmacie. Je dis, non, mais pourquoi? Je dis, mais non. Pourquoi je ne vais pas, je n'irai pas à la pharmacie? Je n'ai pas de limite. Et j'ai fait les navettes entre la pharmacie et puis la salle de soins et tout. Et quand je suis rentrée avec la fille, elle me regardait et elle a éclaté en sanglots. Mais j'ai dit, mais tu as mal? Il dit, maman, comment est-ce que tu t'arranges pour vraiment être au top dans tout? C'est pour dire que le handicap n'est pas une limite à la vie familiale. Nous avons nos manières pour jouer notre rôle et prendre nos responsabilités. Et n'oubliez pas, je vous ai dit, on m'a déjà inculqué dès le bas âge la notion d'autonomie et j'essaie de faire avec. Mais ça dépend des types de handicap. Vous voyez, moi je suis avec un handicap physique qui n'est pas très très grave, mais qui n'est pas des moindres. Mais chaque handicap a ses spécificités. Mais quand on fait le tour, la vie n'est pas impossible. Donnez-nous les moyens qu'il faut et on s'est émerveillé et nous savons nous adapter. Donc je suis une maman formidable. D'accord? Merci, Madame Adjouyaï. Chers invités, nous sommes au thème de cette première partie du magazine L'Invité. Marie-Louise et moi, nous vous remercions pour vos brillantes interventions. Place donc à l'est. Merci d'applaudir encore une fois pour nos panélistes et nos éminents animateurs. Comme vous le savez déjà, Bénin Excellence est un grand temple du savoir. Alors nous avons décidé aujourd'hui de vous présenter encore quelques livres. Choix de livres tout de suite. Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Bénin Excellence. On a des livres, fais de vos choix pour peaufiner tes compétences. Pendant que nos panélistes s'adonnent à la lecture, nous allons recevoir Monsieur Herman Echiha, responsable du site de Godomain, qui va nous parler des activités de Bénin Excellence. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci, mademoiselle l'animatrice. Effectivement, je m'appelle Herman Echiha, responsable de la bibliothèque Bénin Excellence Fondation Vallée Godomain. Et je voudrais d'entrée vous dire un sincère merci d'avoir répondu présent à cet appel pour qu'ensemble nous puissions débattre d'un sujet qui est très très important, le sujet qui fait objet du numéro de magazine du mois de juin. Alors en ce qui concerne Bénin Excellence, c'est une jeune association créée en mai 2018, donc 7 ans environ. Elle opère dans le domaine de l'éducation, de la santé
et de la formation. En ce qui concerne le volet éducation, grâce au financement intégral de la Fondation Vallée sous l'égide de la Fondation de France, Bénin Excellence a érigé les plus de grandes bibliothèques de l'Afrique francophone dans la commune d'Abomey-Calavi et une bibliothèque, une troisième, dédiée aux sciences médicales à l'intérieur de la faculté des sciences de santé de Cotonou. Plus de 50 000 livres d'émissions très récentes. Et au sein de nos bibliothèques, nous avons des cours de langue, à savoir les cours d'anglais, les cours d'allemand, les cours de fongbe et un laboratoire aussi dédié à l'intelligence artificielle, sans oublier la langue espagnole également qui est enseignée. Au nombre des activités quotidiennes, nous avons la lecture guidée et il y a aussi des activités d'animation qui se déroulent, principalement le programme Éveil Vacances, qui est un programme annuel dédié aux enfants de 5 ans jusqu'en classe de terminale. Et lorsqu'on s'intéresse à ce programme, il faut noter qu'il y a plusieurs rubriques, mais plusieurs activités. Nous avons par exemple des heures de baccalauréat, il y a la projection de films éducatifs. En dehors de tout cela, nous avons également des heures de conte, des créneaux consacrés à l'enseignement de la grammaire française, de la conjugaison, de l'orthographe, comment également rechercher un mot dans le dictionnaire. Donc il y a toutes ces activités que nous menons au sein de notre réseau de bibliothèques. Et on ne peut pas parler de Bénin Excellence sans parler de la Fondation Vallée. Et dans les vidéos qui sont passées, certainement vous avez constaté, la Fondation Vallée a été créée en 1999 par le professeur Odon Vallée et avec son jeune frère Jean-Daniel. Donc cette fondation a été créée pour impulser un nouvel dynamisme dans le domaine de l'éducation. Donc depuis ce temps, la fondation a financé les bourses d'études, environ 80 000 bourses d'études sont attribuées au Vietnam, au Bénin et en France. Donc ce sont les 3 pays dans lesquels la Fondation Vallée intervient. Et en dehors de tout ça, il y a le volet éducation dont j'ai souligné tout à l'heure. Et donc 3 bibliothèques avec Bénin Excellence et 8 avec le réseau du CAEB. La Fondation Vallée au Bénin intervient avec le CAEB et Bénin Excellence. Donc on peut retenir que avec le réseau de bibliothèques du CAEB, nous avons, ça fait 8 au total, 2 bibliothèques à Parakou, 2 à Porto-Novo, une bibliothèque à Lokossa, Natitengu, Djougou et Abomey. Donc au total au Bénin, la Fondation Vallée finance un réseau de 11 bibliothèques, 3 avec Bénin Excellence et 8 avec le Conseil des activités éducatives du Bénin. Donc c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir ici ce matin. Et en dehors de nos activités physiques, Bénin Excellence est également présente dans toutes les prisons et maisons d'arrêt du Bénin. Certainement, vous allez vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait concrètement. Bénin Excellence a déployé un bon nombre de médecins qui assurent la prise en charge intégrale des détenus malades. Grâce au financement de la Fondation Vallée, nous accompagnons également le programme des détenus candidats aux divers examens nationaux, à savoir le CEP, le BPC et le baccalauréat. Nous avons également des mini-bibliothèques qui sont implantées dans toutes ces prisons et maisons d'arrêt. Et parallèlement à cela, nous avons un service social que nous appelons DAIS, Département d'aide et d'intervention sociale, qui accompagne tous ces programmes-là en milieu carcéral. Et donc le DAIS, en dehors de cela, fait concrètement encore quoi? Il y a le programme PIME. Un PIME se définit comme programme d'initiation au métier et à l'entrepreneuriat. Ce département organise également des campagnes de dons de sang, des campagnes de dépistage d'électrophorèse de l'hémoglobine. Donc, avec le financement de la Fondation Vallée, Bénin Excellence parvient à organiser toutes ces activités. Nous accueillons également, ou nous abritons les activités éducatives au sein de notre bibliothèque ou bien au sein du réseau des bibliothèques de Bénin Excellence.
Et ces activités sont accueillies gratuitement. Ce n'est pas une location de la salle. Chers amis, je tiens quand même à vous remercier, à saluer votre présence ici. Vive Bénin Excellence, vive de la Fondation Vallée, et je vous remercie. Merci, Monsieur Herman. À présent, nous allons passer la parole à nos chers invités afin qu'ils puissent donner leur impression sur les livres qu'ils viennent de piocher dans les rayons de Bénin Excellence. Le livre que j'ai choisi s'appelle Maman, parce que je me suis dit que dans ce livre, ça dira tout ce que les mamans font au quotidien. Effectivement, c'est ça. Et je vais peut-être rajouter quelque chose. Le plus souvent, quand on reçoit un enfant handicapé, il est accompagné de sa maman. Très rarement, on voit les papas, et même pour les activités qu'on invite, c'est la maman qui répond. Très rarement, bon, il y a des papas qui sont engagés, mais sur 10 parents, tu as 8 mamans, et 8 mamans et demi, sinon pour ne pas dire 9, et à peine un papa. Donc, la maman fait beaucoup de choses, que ce soit pour un enfant non handicapé ou un enfant handicapé. La maman est là au quotidien, et des fois même la maman est obligée de laisser son travail pour s'occuper de son enfant handicapé qui nécessite beaucoup d'attention. Donc c'était pour rendre un peu hommage à toutes ces mamans que moi j'ai choisi ce livre. Merci. Merci. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Madame Adjouyaï. Merci beaucoup. Moi, j'ai choisi le livre intitulé Le cerveau, simplement parce que je voudrais savoir comment le cerveau fonctionne, parce que les coups que nous, personnes handicapées, nous recevons là, c'est sur le plan émotionnel qu'on a beaucoup de chocs. Et ça a attiré mon attention. Je dis, tiens, voilà, et pour voir, il faut que je me cultive un peu par rapport au fonctionnement du cerveau et savoir comment l'entretenir pour résister et avancer quand même dans l'accomplissement de ma vision. Merci beaucoup. Merci. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Docteur Batassi. Merci. J'ai failli prendre le livre sur le cerveau. Mais bon. Finalement, j'ai pris le livre sur Béhanzin. Ce livre-là, pour aucun motif particulier. C'est tout simplement parce que chaque matin, quand je me réveille et que je mets mon pain comme ça, il y a ma fille qui me dit « Maman, tu ressembles à Béhanzin ». Je ne sais pas comment je l'attache le pain spécifiquement, mais c'est ce à quoi ça lui fait penser. Et c'est pour ça que j'ai pris ce livre-là en me disant que ça pourrait être intéressant pour elle de savoir finalement quelle est l'histoire de Béhanzin. Merci. Merci. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Monsieur Chao. Oui, moi, je n'ai pas encore lu mon livre. La plupart des livres que je lis sont en audio. Bon, je n'ai pas son équivalence ici, mais le titre m'a frappé parce que je me suis dit, peut-être que les sujets qui s'y trouvent peuvent servir à décrire aussi ma terre natale. Et de là peut naître une chanson éventuelle. D'accord. Voilà le livre que le docteur vous montre. Donc voilà le livre que je n'ai pas encore lu, mais je me ferai lire ça par mes enfants. Et après, je vous aurai la suite. Ça peut me permettre je peux m'en inspirer pour voir aussi ce qui peut être valorisé dans mon pays natal. Merci beaucoup. Merci. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Alors, Madame Adjouyaï. Je remercie déjà Béni Excellence. L'émission, le reportage ou l'enregistrement du magazine devrait se passer à l'étage, n'est-ce pas? Mais on l'a délocalisé. Déjà, c'est un effort d'accessibilité et je vous encourage davantage à continuer pour qu'on forme un beau monde inclusif. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, nous sommes à l'étape que le public aime le plus, l'étape de l'expression des préoccupations, et ce sera avec Divine Atingli. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci Leslie.
Chers tous, bonjour. Je réponds au nom de Divine Attingly et je suis ici pour que vous puissiez poser vos préoccupations. Si l'on a des apports, nous les accueillerons les bras grands ouverts. Sans plus tarder, nous commencerons par l'intervention de la rangée de gauche. Bonjour, chers tous et toutes. Il y a quelqu'un qui m'a rapporté via une grande église à Cotonou que le curé de la paroisse est allé voir les handicapés qui s'alignent sous la pluie et sous le soleil pour leur dire que, mais est-ce que si je vous insérais dans une société pour que vous soyez libre et puis vraiment que vous ne soyez plus tout le temps en train de quémander, etc., vous apprenez un métier ou bien un petit commerce qui va vous épanouir, plutôt que vous restiez tout le temps au soleil, sous la pluie, avec un bol demandant les pièces ou bien, je ne sais pas. Unanimement, ils ont dit non, monsieur le curé, excusez-nous beaucoup, et tel que nous sommes ici là, c'est très bon. C'est très bon. Et il y a un parmi eux qui a soufflé que mais ce qu'ils ramassent en fin de journée, ils n'ont rien à habiller à certains agents permanents de l'État. Alors je voudrais vous dire quelle est votre appréciation sur cet état. Merci beaucoup. Très belle question. Raccompagnons-la avec des applaudissements bien nourris. Bonjour à tous. Ma question concerne surtout les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Quelles sont les mesures concrètes disponibles, mises en œuvre pour permettre aux enfants autistes de bénéficier des prises en charge adaptées à leurs besoins spécifiques? Comment les écoles ordinaires pourraient-elles accueillir les enfants autistes, sachant que les enseignants ne sont pas formés pour leurs besoins spécifiques? Je vous remercie beaucoup, mesdames et messieurs. Mon nom, c'est D-O-M-A-G-N-I. Ça fait D-O-M-A-G-N-I. Ça fait Domani. Voilà. Et mon prénom, va tout doucement s'il te plaît, on reprend. Mon prénom, c'est S-E-R-G-E. Serge. C'est comme ça que les personnes handicapées donnent leur nom. Ils épellent et on vous dit ce que ça représente. Bien. Question. Alors, j'ai une question. Alors, ma question s'adresse au docteur. Alors, le docteur, quand dans votre sens vous rencontrez les personnes handicapées auditives, comment est-ce que vous communiquez avec elles? C'est la seule question? Bien. C'est bon? Merci pour cette très belle question. Raccompagnons-le avec des applaudissements bien nourris. Je voudrais savoir, la question que je voudrais poser à Madame Adjou, pendant son cursus, quels ont été les véritables points d'achoppement avec ses camarades et lorsqu'elle parlait par exemple d'être amenée à faire ou du moins à vivre le PS avec les camarades, comment les autres camarades vivaient cela? Est-ce que c'était facile pour ces camarades-là de l'accepter autour d'eux pendant ces séances-là? Et je voudrais savoir comment on peut véritablement évaluer sans pour autant frustrer les autres qui sont normalement dans de très bonnes conditions pour pouvoir faire les activités. Je vous remercie. La dernière question se posera par moi. Je me nomme Divine Attingly, élève en classe 4e. J'aimerais poser une question. En partant à l'école, on m'a dit que les élèves ayant une déficience doivent aussi faire le PS. Mais certaines personnes s'apitoient sur leur sort, comme les dépanos, les albinos ou d'autres personnes en cas d'handicap. Ils se disent, je ne peux pas faire. Mais quel message allez-vous les envoyer? Merci. Nous arrivons au thème de cette partie intéressante du magazine L'invité.
Maintenant, je laisse la parole à mademoiselle Leslie pour son mot de clôture. Merci. Bye bye. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, avant de clôturer cette activité, nous allons d'abord répondre aux préoccupations du public. Alors, Monsieur Roger, la maman nous a demandé quelle était votre appréciation sur le sujet des handicapés qui préfèrent mendier plutôt que de travailler. Bon, moi, mon appréciation au jour d'aujourd'hui, quand je compare, je ne sais quand cette histoire s'est passée, si c'est dans l'ancien temps ou c'est à notre époque. Mais quelle que soit l'époque, c'est que nous devons apprendre à nous prendre en charge. Nous devons pouvoir surpasser nos handicaps pour avoir quelque chose à faire pour nous valoriser. Merci beaucoup. Merci. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Alors, Madame Adjou, même question pour vous. Oui, merci beaucoup. Et vous savez, la socialisation est un processus. Si nous avons le goût au travail aujourd'hui, c'est parce qu'on nous l'a inculqué. Leur réaction est normale. Ils ne sont pas outillés pour affronter le monde du travail. Et la charité est ce sur quoi ces personnes se basent pour vivre ou survivre. Merci. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Je voudrais faire une petite contribution. Il faut mettre en place une société inclusive pour leur permettre de jouir de leurs droits. Quelles sont les mesures concrètes mises en place pour satisfaire le besoin des enfants handicapés souffrant de l'autisme? Alors, toi aussi. Déjà, il faut identifier quelles sont les fonctions qui sont déficientes. Lorsqu'un enfant a un trouble du spectre autistique, parfois il n'y a aucune déficience, en tout cas pas par rapport aux difficultés scolaires. Et parfois, il y en a de tout type, en fait, de tous ordres. Ça peut être soit des troubles de l'attention, du déficit de l'attention, ça peut également être des troubles du langage écrit, ça peut également être tout simplement des troubles de la fonction, de la cognition sociale. On a tous vu ces séries où les enfants autistes sont très, très intelligents, mais à la fin, en fait, ils ont juste du mal à interagir avec les autres personnes autour d'eux. Donc, ça veut dire que avec eux, ce n'est pas un problème de difficulté scolaire, ce sera plutôt un problème de pouvoir leur permettre de mieux communiquer avec les autres. Alors, comment les écoles ordinaires pourraient-elles accueillir les élèves souffrant de l'autisme? Par rapport à ça, pour notre cas particulier au complexe scolaire Bouguetier et compagnie, ce qu'on fait, c'est qu'on les met dans des classes et on demande à l'enseignant de faire un peu plus attention, de faire des heures supplémentaires. Ça peut être 30 minutes en plus, 1 heure en plus, ou bien des heures après 17h, par exemple, de 17h à 18h, pour accorder plus de temps à cet enfant-là. Alors, Madame Adjouyaï, est-ce que le fait de vouloir aider les handicapés n'est pas une question d'éprouver de la pitié envers eux? Il faut qu'on fasse la nuance entre l'empathie et la pitié. La pitié tue l'ego. C'est un peu ça, et j'espère que j'ai répondu à votre préoccupation. Il doit y avoir encore une question pour moi, non? Oui. Éducation oui. physique. Comment évaluer les enfants sans les frustrer, les enfants handicapés lors des évaluations sportives? Oui, vous voyez, on parle de discrimination positive. Bon, vous ne pouvez pas me dire de sauter ou bien de faire un marathon, non? Non, je n'ai pas toutes les capacités pour le faire, mais je peux faire d'autres choses. Puisque la finalité des activités physiques et sportives, là, c'est de nous maintenir en bonne santé. Je voudrais juste ajouter un mot par rapport à la question de la performance. Vous ne pouvez pas évaluer un enfant de CI avec une épreuve de CE2. Alors, nous avons une dernière question qui demandait à savoir quel était votre message aux enfants qui souffrent, par exemple, de la drépanocytose ou bien de l'albinisme et qui n'arrivent pas et qui se disent « je ne peux pas pratiquer les activités sportives ». Je voudrais répondre à cette question.
Déjà, il faudrait déjà que cet enfant soit sensibilisé à savoir, comme Madame Ursi disait tout à l'heure, il se dit j'ai des limites. Oui, peut-être tu as des limites, mais on peut voir comment faire pour t'accompagner et adapter pour que tu puisses le faire. Alors, avant de clôturer en beauté cette activité assez riche, nous allons recevoir Madame Larissa Padonou pour un mot à l'endroit de nos panélistes. Merci. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci à vous, éminents animateurs. Merci Leslie. Louise, merci. Divine, merci. Anatole, merci. Et bravo. Est-ce qu'on peut ovationner encore pour les enfants, s'il vous plaît? Ils ont bien assuré l'animation et il est important qu'on puisse les encourager. Encore plus fort, s'il vous plaît. Merci. Et je voudrais également remercier nos panélistes. Vous savez, ce numéro du magazine L'Invité, c'est vrai, on ne l'a pas réalisé dans le cadre habituel, mais je suis très contente parce que c'est parti d'une dame, ou de deux dames, je dirais. La première, elle est ici, Madame Adjou, que j'ai connue en 2025 dans cette même salle, alors qu'elle était venue animer une activité à l'endroit des femmes handicapées. J'étais derrière mon bureau, mais j'entendais la personne parler avec tellement d'assurance, tellement de joie, de plaisir, que je me suis levée de mon bureau pour voir qui c'était. Et je me suis rendu compte que c'était une femme, une maman handicapée, mais qui n'avait aucun complexe à parler de son handicap et à aider les autres à se relever. Je voudrais qu'on puisse applaudir très fort pour elle, s'il vous plaît. Merci. Et donc, quand on a échangé, le même joueur m'a dit, mais il faudrait penser à des magazines sur les personnes handicapées. Et quelque temps après, j'ai reçu le message de Dr Batossi Geneviève, qui n'est pas là ce matin, mais qui est bien représentée, et qui m'a dit, Larissa, est-ce qu'il ne serait pas important de faire un numéro sur les personnes handicapées, plus spécifiquement les enfants? Et donc le déclic est venu de là, et c'est ainsi qu'on a organisé ce numéro avec, bien évidemment, le soutien de nos dirigeants et des organisations. Je voudrais de ce pas remercier également Madame Regina, qui a beaucoup œuvré pour que nous ayons ce charmant public avec nous ce matin. Ovationné pour elle aussi. Merci. Et je voudrais également remercier Tonton Roger, un éminent journaliste qui s'est toujours fait du plaisir à venir sur ce magazine quand on l'appelle. Tonton Roger, merci. Et Dr Roxane Batossi, merci aussi pour ce développement magnifique. Et donc, je voudrais ajouter que tous autant que nous sommes des potentiels handicapés. Parce que personne ne sait ce qui peut arriver la minute suivante. Et donc, pour cela, nous devons avoir, si nous avions un œil, un griffe, méprisant à l'endroit des personnes handicapées, il est important de changer désormais ce regard. Parce que, comme nous, ce sont des personnes, ce sont des êtres humains qui méritent tout le respect. Et c'est pour cela que nos dirigeants de Bénin Excellence, appuyés par la Fondation Vallée, ont décidé vraiment de dire merci à nos panélistes à travers des coffrets que nous allons leur remettre tout à l'heure. Donc, merci encore à chacun et que la suite de cette émission soit une suite qui nous aide à voir de notre œil les personnes handicapées. C'est très important. Je voudrais dire merci à tout le monde. Alors, à présent, nous allons écouter les mots de clôture et, si possible, les conseils de nos éminents panélistes.
Nous allons faire le tour. Nous allons commencer avec Dr Batossi. Oui, merci. Votre mot de clôture. Mon mot de clôture, ce sera quand on est une personne avec une déficience, quand on est une personne handicapée, il y a plein de moyens pour être accompagné. Que ce soit médicalement parlant, que ce soit sur le plan social avec toutes les ONG, dont l'ONG Chrysalide, c'est ça, et l'ONG de Madame Adjouyaï pour l'émancipation des femmes handicapées, ça ne manque pas. Et également, les modèles ne manquent pas, comme le modèle du doyen, qui nous permet de nous rendre compte que ce n'est pas du tout un obstacle. Parfois qu'on ait été accompagné ou pas. Et ça, c'est important. Je pense que si nous pouvons repartir avec ça, ça peut être bien. Merci. Merci. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Madame Regina, votre mot de clôture. Mon mot de clôture, c'est d'abord de remercier Bénin Excellence et la Fondation Vallée de nous avoir invités, de nous avoir permis de parler des personnes handicapées, des enfants handicapés, et c'est de remercier toutes ces personnes qui vont prendre le temps de nous écouter, en espérant qu'à la fin, ils auront appris quelque chose et changer un peu la perception et les stigmatisations dont sont victimes les personnes handicapées. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Madame Adjouyaï. Merci beaucoup. Mes mots de remerciement vont à l'endroit des organisations de ce magnifique événement et des reporters juniors qui ont presté. Vous avez assuré vraiment, et vous avez un bel avenir journalistique devant vous. Et le handicap, chers amis, c'est rien du tout, c'est une opportunité. D'accord? Le handicap rend fort, résilient. Mais il faut que l'environnement se prête à accompagner cette déficience qui attaque un organe sur notre corps et permettre à ceux qui devraient être une charge pour les familles de devenir des acteurs de transformation, des acteurs de développement. Alors, chers amis, jeunes filles comme jeunes gens, ne méprisez pas une personne handicapée, mais travaillez à collaborer pour qu'elles puissent développer leur potentiel. Vous allez voir que c'est des gens avec qui on peut collaborer pour construire beaucoup de choses. Conjuguons nos efforts, soyons des champions de l'inclusion pour un développement durable et pour la justice sociale. Je vous remercie. Merci. Alors, Monsieur Roger. Oui, à mon tour, je voudrais remercier Bénin Excellence et remercier aussi tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'initiation de cette émission, cette rencontre de ce jour. Merci également à mes jeunes journalistes, animateurs. Je m'en voudrais si je ne les félicitais pas. On peut les applaudir encore une fois. Je vais emprunter le mot de Madame Yaï pour dire qu'ils ont vraiment assuré. Et moi, je n'aurais pas pu le faire aussi bien que maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors voilà, chers invités, nous sommes définitivement au terme de ce numéro de votre magazine préféré, L'Invité. Merci pour votre attention et retenons ceci. Le handicap ne doit pas être une cause de marginalisation ni une cause de mendicité. Merci à vous, charmant public. Merci à nos chers panélistes. Merci à nos animateurs juniors. Merci à l'ONG Bénin Excellence et à la Fondation Vallée. Merci à l'équipe d'organisation du magazine L'Invité. À bientôt pour un numéro tout aussi intéressant. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Levez les mains.